aujourd'hui, on va hop, de SIBO et d'acné. Donc, je vais inviter tout de suite notre invité du jour. Je suis très contente. Hop. Vous pouvez me dire aussi si ça fonctionne bien au niveau du son, parce que j'ai mis mon micro, mais je sais pas si ça fonctionne. Donc voilà. Donc on attend qu'Isabelle se connecte. On va parler donc du SIBO et du lien avec l'acné. Et, euh, et c'est quelque chose qui est très peu connu au final, mais qui est finalement hyper important. Et dans le sondage d'Isabelle, justement, sur le sujet, on voit bien le lien entre les deux. Donc, je vais attendre. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai le micro, mais je sais pas si moi je m'entends pas. Donc, je sais pas si on m'entend. Si vous voulez me dire en commentaire si vous m'entendez. Ok, bon, super, merci Virginie. Ah, pourquoi ça me dit santé digestion ne peut pas participer? Alors, on va refaire. Inviter. Alors, on va attendre. Ah, on devrait voir apparaître Isabelle d'ici peu. Alors, Isabelle, est-ce que tu es là? Je te vois. Oui. Ah, ça y est, je te vois. Cool. Bonjour. Coucou. Ah bah c'est super. Donc j'étais en train d'expliquer qu'aujourd'hui on allait parler de SIBO et d'acné. C'est ça. Voilà, et je suis très très contente de t'avoir aujourd'hui parce que je te suis depuis des années et je sais que voilà, tu es très compétente sur le sujet du SIBO. D'ailleurs, j'ai ton livre Ah, j'adore. avec moi que j'ai fini, hein, que j'ai dévoré et qui est très facile d'accès. Donc pour toutes les personnes qui pensent avoir un SIBO ou quoi, ben, je le recommande parce qu'il est vraiment très simple à comprendre. C'est pas voilà, parfois on se dit, oh là là, attention, qu'est-ce que c'est, ce que c'est à porter, mais ça c'est très très facile à lire, donc super, bravo pour ce bel ouvrage qui Ben, va merci. aider beaucoup de monde, Merci j'espère. beaucoup. J'espère qu'il va changer des millions de vies, vraiment. C'est ça l'objectif. Et effectivement, j'ai essayé de le rendre le plus simple possible. Vraiment vulgariser en fait les tonnes d'études scientifiques que j'ai pu lire pour que justement, ben, il n'y ait pas toutes ces années d'épluchage à faire et que tout soit dedans en fait, tout simplement. C'est ça. Ben, on le ressent bien, en tout cas, c'est pas du tout difficile et on comprend facilement, donc t'as bien réussi ce travail de Complètement. vulgarisation. Donc ouais, je suis très contente qu'on puisse parler sur ce sujet parce que comme tu disais, tu as fait une story pour demander à ta communauté si ben, les personnes qui ont un SIBO ou qui pensent avoir un SIBO ont aussi des troubles cutanés, notamment de Oui, l'acné, et tu t'es rendu compte qu'en fait beaucoup de personnes c'est euh, ça. en Exactement. avaient. Grosse surprise. Je posais ça comme ça au hasard. Je me suis dit, bon, je vais peut-être avoir, allez, un petit pourcentage. Mais là, non, j'avais même plus de personnes qui me répondaient problème de peau et problème digestif que problème juste digestif, en fait. Mais ça ne m'étonne pas en réalité parce que, bah, comme on va en parler, il y a vraiment un lien. Et toi-même, pareil, tu me disais que de plus en plus de personnes qui te contactaient et qui ont des problèmes de peau, ben, en fait, en réalité, la cause est digestive, en fait. Ouais. Ouais, et en plus c'est d'autant plus intéressant qu'on parle du SIBO parce que euh, euh, tu le sais comme moi, les troubles digestifs ça peut provoquer des troubles hormonaux derrière. Et il y a aussi des troubles hormonaux qui peuvent provoquer des troubles digestifs, donc tout ça c'est Oui, lié dans les deux sens. ça. Et c'est pour Exactement. ça que c'est hyper important ben, déjà de régler la partie, on va dire, digestive, même si, Oui. comme tu le dis aussi très bien dans ton livre, pour régler la partie digestive, il faut aussi s'attaquer à la partie hormonale, parce que si par exemple on a un problème d'hypothyroïdie ou des choses comme ça, ben, il va falloir s'en occuper, parce que sinon on peut avoir une récidive. Mais en Exactement. tout Sinon, cas, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait, tout simplement, quoi. c'est ça. Donc c'est parfois pas très facile justement, je pense, de savoir par quoi on commence. Est-ce qu'on commence plutôt par la partie digestive, par la partie hormonale, puisque les deux sont auto-alimentés. Donc, Oui. euh, donc ouais, je sais pas si tu pourras nous parler de ça justement. Qu'est-ce qui, à ton sens, le plus pertinent
entre Oui. les deux. Mais déjà, avant toute chose, pour celles qui te connaissent pas ou ceux qui te connaissent pas de ma communauté, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es Oui. et pourquoi tu parles de SIBO aujourd'hui? Effectivement. Alors j'ai une longue histoire avec le SIBO. En fait, donc aujourd'hui, je suis naturopathe spécialisée dans les problèmes digestifs et plus particulièrement le SIBO et le syndrome de l'intestin irritable. Mais on verra que ces deux maladies en réalité ont un gros lien. Je suis aussi fondatrice du site Santé Digestion. Je suis aussi autrice du livre du coup que tu viens de présenter. Et si c'était un SIBO. Donc j'ai nombreuses casquettes. Pour la petite histoire, en fait, je suis la première française à avoir parlé du SIBO parce que quand j'étais moi-même malade, en errance, comme les personnes qui vont nous écouter, personne, vraiment personne ne parlait du SIBO en France. Donc j'ai été vraiment la première en lançant mon site internet, qui à la base s'appelait Vivre avec un côlon malade, puisqu'on m'avait dit de vivre avec mon côlon malade. Et c'est quand j'ai guéri en fait que j'ai changé le nom en santé digestion, puisqu'il n'avait plus de sens, je vivais plus, je ne survivais plus avec, Ouais. donc j'en étais sortie. Et donc en fait effectivement j'ai plein de casquettes. Mais la première casquette, en réalité, et celle qui est vraiment au fond de mon âme, c'est que je suis une ancienne malade qui a vécu exactement la même chose que toutes les personnes qui vont nous écouter. L'errance, ça je connais. Les douleurs, ça je connais. Les ne pas savoir pourquoi on a mal et comment s'en sortir, je connais malheureusement. Si tu as lu mon livre, tu le sais, vraiment chuté très très bas. Ouais. Voilà, donc ça a atteint un poids catastrophique. J'ai clairement frôlé la mais en fait, donc je pense que si moi je m'en suis sortie, bon c'est déjà parce que j'avais la niaque pour m'en sortir, que je suis une tête de mule. Donc en fait vraiment, je m'étais dit je vais m'en sortir et je ne vais pas lâcher jusqu'à avoir trouvé la solution. Et donc j'ai épluché vraiment pendant 5 ans toutes les études scientifiques, tous les ouvrages qui peuvent exister. D'abord sur le syndrome de l'intestin irritable, puisqu'on m'avait dit que j'avais un syndrome de l'intestin irritable. Et puis après, quand j'ai compris qu'en réalité c'était un SIBO et qu'il y avait un lien entre ces deux maladies, syndrome de l'intestin irritable et SIBO, j'ai épluché à nouveau tout ce qui existait donc sur le SIBO. Voilà. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc, ouais, effectivement, comme j'ai lu ton livre, j'ai vu à quel point t'étais tombée bas et je savais pas justement à quel point, tu vois, je savais pas tout ton parcours et que t'avais été hospitalisée, etc. Et vraiment que t'avais un poids catastrophique. Enfin, Ouais. et voilà. Et t'avais pas, enfin, en soi, t'avais aussi des troubles digestifs horribles, quoi. Il y avait plus rien que tu pouvais manger. Et je pense que justement, c'est hyper intéressant qu'on puisse échanger toutes les deux, tu vois, sur le lien entre l'acné et le SIBO. Parce que c'est vrai que quand on a des troubles digestifs, parfois on les a depuis des années et des années, et ça fait partie de notre quotidien et on se rend même plus compte en fait que c'est un problème, parce qu'on est tellement Exactement. habitué à ce que ce soit là. C'est ça, c'est ça. On se dit, bon, j'ai mal au ventre, on minimise la chose en disant, bon, qui n'a pas mal au ventre? Et on vit avec. Mais il y a une petite, quand même, nuance. C'est-à-dire que moi, je l'ai ressenti et vraiment toutes les personnes qui ont un SIBO me font part de la même chose. C'est que, on vit avec. Et en fait, à un moment donné, il y a un switch qui se passe et on peut plus vivre avec. Et quand ce switch se passe, en général, c'est que là, justement, on a potentiellement développé un SIBO ou que le SIBO est devenu tellement énorme, en fait, Mm. qu'on ne peut plus vivre avec. Ouais. Et en fait, souvent, bah oui, comme, c'est ça qui est dingue, c'est que moi, en fait, j'avais vraiment senti ce switch. Parce qu'au début, j'ai vécu pendant, je dirais, 1 an et demi où ça allait. Et vraiment après, j'ai senti que là, je ne pouvais plus vivre avec. On a de plus en plus d'intolérance alimentaire, de plus en plus d'aliments qu'on ne peut plus manger, tolérer. On en Ouais. enlève de plus en plus. Et sans parler du psychique aussi, qui en fait part en cacahuète aussi, parce que on se pose tellement de questions, on ne sait plus dans quelle direction aller, quoi essayer. On a déjà essayé tellement de choses qui n'ont pas fonctionné qu'on a perdu espoir, clairement. Donc, il y a les deux en un, en fait, qui bloquent, quoi, en fait, et qui font que on atteint un niveau où, en fait, on n'en peut plus. Physiquement et mentalement, en fait. Ouais. Ouais, totalement. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, déjà, c'est quoi le SIBO? Oui, Parce que j'ai fait un sondage la semaine dernière, je crois, pour demander à ma communauté si ils savaient ce que c'était le SIBO. Il y en avait beaucoup qui savaient pas ce que c'était, tu vois. Donc c'est encore quelque chose qui est peu connu en oui, France. Ben déjà, toi tu le sais hein, bien mieux que personne. C'est pas très développé en France. Les médecins sont très peu informés sur ça, ce qui fait que enfin ça rend la prise en charge extrêmement compliquée puisque il y a très peu de personnes qui savent le prendre en charge qui peuvent le diagnostiquer et bien le diagnostiquer aussi. Donc c'est pour ça. Donc est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu voilà qu'est-ce que c'est le SIBO? oui.
Alors, je suis pas étonnée déjà que peu de personnes le connaissent, surtout quand on n'est pas vraiment spécialisé, déjà le nez dans de nombreuses années avec les problèmes digestifs. Alors en Ouais, fait, le SIBO, c'est l'acronyme pour Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Donc en fait, en traduction en français, c'est une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle. En fait, pour faire court, et pas noyer non plus tout le monde, en fait, en gros, le SIBO, c'est une forme de dysbiose. Il existe en fait deux formes de dysbiose. Il y a la dysbiose, en fait, où on a des mauvaises bactéries, trop de mauvaises bactéries versus des bonnes. Donc voilà, il y a un excès de mauvaises bactéries. Et il y a un autre type de dysbiose où en fait, ce n'est pas un problème de mauvaises et de bonnes bactéries, c'est un problème de bactéries qui sont au mauvais endroit. Et c'est exactement ce qu'est le SIBO. C'est le deuxième type de dysbiose qui est malheureusement trop inconnu. Et en fait, le SIBO, il se développe à partir du moment où les bactéries qu'on a normalement dans le côlon, qui sont nombreuses, elles doivent être dans le côlon, c'est parfait, c'est nickel. Pour une raison ou une autre, eh bien, elles vont se déplacer dans un autre organe, dans l'intestin grêle. Et là, normalement, dans l'intestin grêle, c'est un organe, en fait, où il y a très peu, voire pas du tout de bactéries. Et en fait, c'est à partir du moment où on a tous ces bactéries qui partent du côlon et qui se déplacent dans l'intestin grêle que tous les problèmes commencent. Et donc, on va avoir une fermentation excessive parce que les bactéries qui sont au mauvais endroit, donc dans l'intestin grêle, quand on mange, puisqu'on mange 4 fois par jour ou 3 fois par jour au moins, eh bien, en fait, elles vont se nourrir des débris alimentaires. Et en fait, en se nourrissant des débris alimentaires, ça va créer une fermentation excessive de gaz, donc méthane, hydrogène, voire sulfure d'hydrogène. Et c'est cet excès de gaz qui, en fait, va provoquer ballonnement, ventre gonflé, troubles du transit, diarrhée et ou constipation ou les alternances des deux, de plus en plus d'aliments qu'on ne digère pas, qu'on ne tolère pas, tous les pataquès de troubles digestifs qui partent dans tous les sens, voire même, on en parlera aussi, ça après à un moment donné, ça dépasse le digestif et on va avoir des problèmes et des symptômes non digestifs, dont ça peut être justement les problèmes de peau. Voilà. ouais. Et c'est hyper intéressant, tu vois, il y a une question qui nous dit est-ce que c'est lié avec la bactérie Candida? Et je pense que je peux répondre justement sur ça. Que ben non, justement, quand on a une candidose, ça appartient plutôt à la première catégorie des dysbioses, parce que là, on a vraiment trop de candidats, parce que pareil, le candida, c'est en soi quelque chose qu'on a en nous déjà, hein, qui est normal, mais dans certaines quantités. Mais c'est quand on en a trop que là, ça devient un problème. Et du coup, donc le SIBO, ce n'est pas en lien avec le candidat albicans, et c'est pas ça, puisque nous, on est vraiment sur une dysbiose de plus tard, quoi, enfin, de plus tard, de bactéries qui ont remonté et qui sont pas au bon endroit, plutôt que d'une bactérie qui est en trop grande quantité, mais au bon endroit, quoi. Alors, je Donc, vais juste te dire une petite nuance par rapport ouais, à la question qui a été posée. ouais. En fait, le Candida albicans, ce n'est pas une bactérie. Il faut juste aussi cette petite Hmm, notion. C'est-à-dire, en oui, fait, c'est un champignon. En oui. fait, le Candida albicans, donc on est sur des champignons et on est sur des champignons pathogènes, donc en excès, dans le côlon. Lui, le SIBO, c'est des bactéries qui ne sont Hmm. pas pathogènes, c'est des bonnes bactéries, mais qui sont au mauvais endroit, qui sont dans l'intestin grêle. Et là, il y a une autre question qui dit, une candidose peut mener à un SIBO. Non, on peut pas développer un SIBO parce qu'on a une candidose, ni vice versa. Par contre, il faut savoir qu'environ 30%, voire même peut-être 40%, là les chiffres ils sont pas clairs, mais ça doit être entre 30 et 40%. En tout cas, moi je l'ai bien constaté. Des personnes qui ont un SIBO ont aussi une candidose. Donc on peut avoir les deux par contre. Et Ouais, par contre, on n'est pas sur le même organe, on n'est pas du tout sur le même pathogène, donc on n'est pas du tout sur la même dynamique en fait. ouais, c'est ça. Ben, merci pour tes précisions. Et du coup, enfin, je sais pas dans quel ordre poser les questions parce que j'ai ma petite liste, mais tu vois, bon, déjà, à quel moment on peut se poser la question du SIBO? Tu vois, à quel moment on doit se dire, mais est-ce que ça me concerne? Est-ce que moi j'ai un SIBO? Parce que justement, aussi, je pense que c'est la difficulté par rapport aux différentes dysbioses, c'est que souvent Oui, les symptômes sont similaires. oui, Donc, quand on a une candidose, justement, on peut avoir des symptômes digestifs, exactement. brouillard mental aussi, enfin beaucoup de choses qui sont communes au SIBO. Donc, à quel moment on doit se poser la question de se dire, est-ce que j'ai un SIBO, justement, peut-être plutôt qu'une candidose? Voilà. Ouais. Alors effectivement, les symptômes peuvent parler. Après, c'est très compliqué de se fier seulement aux symptômes parce qu'il y a une ribambelle de symptômes possibles. Mm, Après, par exemple, je vais raconter mon histoire, comme ça sera plus parlant. Moi, au départ, au tout début, en fait,
c'était des problèmes d'estomac. Je n'avais pas de problème à l'intestin, donc c'était estomac. On m'a donné des IPP, donc des inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont là pour supprimer l'acidité, enfin le trop d'acide dans l'estomac. Et en fait, bon, des années plus tard, via les études, mes recherches et les études scientifiques et la lecture de tout ça, j'ai appris que la prise d'IPP était une des causes justement de développer un SIBO. Et en fait, parce que moi je les ai pris pendant 2 ans, et au bout d'un an, avec les IPP, j'ai commencé à avoir des douleurs là aux intestins. Donc, ça a commencé d'abord par de plus en plus de problèmes à digérer et à tolérer des aliments. J'avais de plus en plus de constipation. J'avais de plus en plus le ventre gonflé. J'avais en plus de ballonnements, limite ventre gonflé comme une femme enceinte. Euh, et des intolérances alimentaires de plus en plus importantes. Donc en fait, ça, c'est vraiment les symptômes, je dirais, un petit peu caractéristiques du SIBO. C'est trouble du transit, intolérance alimentaire et le ventre gonflé, ballonné. En fait, ça, c'est vraiment, on peut dire que c'est la majorité des gens qui vont avoir ça, de ceux qui ont un SIBO, mais il faut savoir que ce n'est pas tous. Donc là, on est sur une généralité de 60%. Voilà. Et après, il y a une autre chose aussi à prendre en compte, et qui découle aussi de mon histoire et de mes recherches, c'est que les personnes qui ont reçu un diagnostic de syndrome de l'intestin irritable, là par contre, ils doivent clairement se poser la question, est-ce que j'ai pas un SIBO? Puisque les études scientifiques sont formelles, jusqu'à 84% des personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable ont en réalité un SIBO. Et ça, ces études sont malheureusement très mal connues, mal reconnues en France, alors que aux États-Unis, etc., où il y a vraiment 10-15 ans d'avance par rapport à nous, c'est acté en fait. En tout cas, ça existe vraiment dans les études et je le constate aussi. C'est-à-dire vraiment, c'est vraiment un vrai pourcentage pour le coup. Et donc, effectivement, il y a deux cas. Soit il n'y a pas de diagnostic réel pour la personne, mais il y a des symptômes qui peuvent faire penser au SIBO. Soit la personne a reçu un diagnostic de syndrome de l'intestin irritable. Et pour vraiment avoir un panel, en fait, des symptômes possibles, il y a le SIBO Quiz qui est en accès libre sur mon site, qui vraiment, lui, par contre, il fait une étude vraiment hyper détaillée de tous les symptômes qu'on a et qui révèle en fait à la fin un score permettant de savoir si justement la piste du SIBO est la bonne ou pas. Donc ça, c'est vraiment pour ça que je l'ai construit, parce que beaucoup de personnes ont des symptômes et ne savent pas s'ils ont un SIBO. Et il y a aussi mon livre où vraiment là, je décris symptôme par symptôme tout ce qu'on peut avoir, mais là, c'est c'est beaucoup, beaucoup, puisque voilà, il y a vraiment un gros panel de symptômes possibles. Donc il y a ces deux sources qui vraiment peuvent aider les personnes, le SIBO Quiz et mon livre. Vraiment, là, ils sauront vraiment s'ils sont concernés ou pas, en fait. Ouais, donc si c'est, par exemple, si tu as de l'acné et que tu as des ballonnements, des troubles du transit, là, tu peux te dire, c'est le moment d'aller faire Exactement. le SIBO quiz pour voir si Exactement. ça serait une piste pour moi ou pas. Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Et il y a une petite question là au passage, quelqu'un qui nous dit qu'elle a les mêmes symptômes, mais que la maladie cœliaque a été décelée. Est-ce qu'on peut avoir les deux? Du coup, Oui, on peut avoir les deux. Oui, oui, voilà. oui. Ce n'est pas Oui. Et pareil pour incompatible, c'est ça qui la est maladie question. de Crohn, j'ai déjà eu des personnes qui avaient la maladie de Crohn et qui ont découvert la maladie de Crohn et qui ont découvert en fait qu'ils avaient un SIBO. Donc oui, on peut malheureusement On peut cumuler, quoi. avoir tout ça. Ouais. Voilà, c'est ça, tout couple. Le SIBO On coupe le n'épargne tout. personne. Oui, c'est Donc, ça. c'est ça. Et la question là, je pense que du coup, je peux y répondre, c'est est-ce qu'on peut développer un SIBO suite à une infection? Euh, D'après ton livre et d'après ce que j'ai moi aussi étudié, oui, tout à fait. C'est ça. Donc, oui, oui, ça fait partie des types de SIBO qui sont possibles et qui peuvent, enfin, il y a plein, comme aussi tu l'as très bien dit dans ton livre, il y a beaucoup de choses qui peuvent mener Oui, à un SIBO, qui peuvent faire le lit d'une pullulation bactérienne. Et dedans, on a ben, les infections justement, oui, si on va en vacances et qu'on se chope une tourista, et ben ça peut, voilà, oui, ça peut tout à fait nous. Et en plus, ce qui est compliqué, je pense, parfois de faire le lien entre les choses, c'est que tu vas me dire si j'ai bien compris ça aussi. Tu peux faire avoir une tourista, j'en sais rien, en janvier, et en fait avoir des symptômes vraiment, tu vois, de SIBO un an plus tard oui, ou complètement. 2 ans plus C'est tard. ça.
Ouais. Donc c'est vraiment très compliqué parfois de faire le lien et de se dire, ah bah oui, en fait là, j'ai des ballonnements, c'est parce que j'ai mangé ce truc-là qui était périmé il y a un an et demi. Exactement. C'est Ouais. pas Mais instantané. c'est vraiment, c'est vrai que c'est complexe parce qu'il peut y avoir plusieurs causes déjà, que les causes sont nombreuses, les symptômes aussi sont nombreux, etc. Mais c'est hyper important de faire ce travail d'historique. D'ailleurs, je l'explique dans mon livre. Je détaille vraiment toutes les causes possibles. Il y en a plus d'une vingtaine. Ouais, Et en fait, de trouver ces causes. Parce que si on trouve pas ces causes et qu'on cherche juste à supprimer la conséquence, on ne s'en sort pas. C'est pas possible en fait. exactement. Et c'est pour ça que ça fait le lien pour la prochaine question, je pense, c'est bah, quelle est justement la connexion entre l'acné et le SIBO? Parce que pareil, Oui, si on veut guérir de l'acné, moi je répète tout le temps sur mon compte, c'est que l'acné, ce n'est qu'un symptôme de quelque oui, chose qui ne va pas dans le corps physique et ou mental. Mais ce n'est pas un problème en soi. L'acné n'est pas un problème de peau, c'est un problème d'autre chose qui s'exprime par la peau. Et donc, si on a un SIBO et qu'on a de l'acné, on n'aura pas le choix que de guérir le SIBO pour oui, régler le problème d'acné. Donc, oui. est-ce que tu peux nous expliquer, toi, quel est le lien justement donc entre l'acné et le SIBO? Oui, en fait, aujourd'hui, il y a vraiment des études scientifiques qui montrent qu'il y a un lien réel entre le déséquilibre du microbiote et les problèmes de peau. Déjà, l'axe intestin-peau. Je crois que son nom veut tout dire. C'est-à-dire que là, cet axe a été démontré qu'il y a un lien bidirectionnel entre les intestins et la peau. C'est-à-dire en fait quelqu'un qui va avoir par exemple un SIBO, donc il y a une dysbiose, un système en fait inflammatoire chronique au niveau de l'intestin via cet axe intestin-peau, et ben directement ça va partir où? Ben, ça va partir vers la peau en fait. Et il y a même des personnes, là je parle vraiment de mon expérience personnelle et surtout professionnelle là, qui ne ressentent à peine, mais vraiment à peine les problèmes digestifs et par contre ont des problèmes de peau mais extrêmes. J'ai déjà eu des Hmm. personnes qui m'ont contacté, ça faisait 20 ans, qu'ils écumaient tous les dermatos, ils avaient essayé tous les antibiotiques, les crèmes pour la peau, les routines beauté, etc., avec de l'acné qui leur faisait mais vraiment souffrir pour le coup, Ouais. et qui me disaient non, je pense pas avoir un SIBO. J'ai très très peu de problèmes digestifs et comparé Hmm. à mes problèmes de peau, ça ne me dérange pas. Et en fait, en Hmm. réalité, il y avait un SIBO. Et je vais même aller encore plus loin. Cette personne-là que j'ai en tête, eh bien en fait, elle a découvert qu'elle avait un SIBO, elle a traité et éradiqué le SIBO, et en fait, ses problèmes d'acné ont disparu. Alors que l'acné, il n'y a eu aucun traitement en fait pour ça. Donc c'est Ouais. vraiment Ouais. extrême. Et donc là, tout vient justement de l'axe intestin-peau qui a été démontré par les études scientifiques. Donc ça, c'est le premier lien qui est énorme. Et il y a un deuxième lien c'est en fait l'intolérance à l'histamine, dont on parle peu. Et pourtant, c'est là aussi qu'il y a un lien entre la peau et le SIBO. Parce que en fait, le SIBO, en fait, à cause de cette dysbiose qui est dans l'intestin grêle, il faut savoir que l'histamine, elle est dégradée par une enzyme qui s'appelle l'enzyme DAO, Hmm. pour diamine oxydase. Et en fait, cette enzyme DAO, malheureusement, à cause du fait qu'il y a le SIBO et cette dysbiose, elle va se mettre à marcher au ralenti parce qu'elle ne peut plus avoir ses fonctions normales à cause des bactéries qui sont là en excès, etc., au mauvais endroit. Et en fait, à partir du moment où la DAO, donc l'enzyme qui est là pour normalement digérer correctement l'histamine, va marcher au ralenti, on va développer une intolérance à l'histamine. Et l'un des symptômes de l'intolérance à l'histamine, eh ben, c'est les problèmes de peau. Et là, j'ai aussi vu beaucoup de personnes qui étaient dans ce cycle-là et qui donc avaient un SIBO, une intolérance à l'histamine conséquentielle du SIBO, et boum, problème de peau, conséquentiel de l'intolérance à l'histamine. Donc le schéma, il est comme ça en fait. Ouais. Et là aussi, par rapport à l'histamine, ça peut aussi provoquer donc des problèmes hormonaux par rapport aux Exactement. oestrogènes notamment. Donc C'est c'est pour ça que ça. c'est vraiment, enfin, c'est pour ça que la médecine actuelle, avec des spécialistes de chaque partie du corps, ça n'a pas de sens parce que tout est lié, Oui, tous les systèmes sont liés. Enfin, dès que tu appuies sur un endroit du corps, oui. ça a une conséquence ailleurs dans le corps. Enfin, c'est pas. Enfin, je veux dire, le sang, il circule partout. Je veux dire, il Ah. n'a pas que d'un endroit à un autre. Enfin, enfin, bon, moi, C'est ça, ça. C'est pour ça qu'en fait, alors c'est vrai que
les humains, ils sont faits comme ça. On a mal, on cherche la solution pour le mal. Mais en réalité, il faut voir plus large, plus gros, plus global et se dire, OK, j'ai mal là, j'ai ce symptôme, par exemple sur ma peau, Mm. mais est-ce que en réalité, c'est ma peau ou c'est un autre organe qui m'appelle en fait et qui est la cause de ça? Et c'est ça que il faut aller en fait, il faut vraiment pas se focus sur le problème parce que là, il y a pas, on peut traîner, prendre toutes Ouais. les crèmes, vraiment même ouvrir un magasin de crèmes et tout essayer et ça ne marchera pas parce que la cause n'est pas là en fait. La cause est ailleurs, hormonale, digestive, thyroïdienne, enfin j'en sais rien, mais elle est ailleurs en fait. Ouais. Donc en fait vraiment, c'est ça qu'il faut retenir, c'est vraiment il faut voir plus large et se dire ok, ça se montre par ma peau, mais le problème n'est pas ma peau en fait. Ouais, exactement. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'être à l'écoute de son corps enfin, et globalement, parce que quand on a de l'acné, je le sais pour être passé par là, on pense que c'est un problème de peau, donc il faut mettre des choses sur la peau, et on va jamais se dire, ah tiens, je vais observer mes selles. Est-ce que mes selles, elles flottent? Est-ce que elles sont comme ci, comme ça? Est-ce qu'elles sont moulées? Est-ce que j'ai des troubles digestifs? Est-ce que j'ai mal au ventre après avoir mangé? Après certains aliments? C'est Comment je me ça. sens à différents moments de mon cycle? Enfin, voilà, on va jamais en fait se dire ça de base, alors qu'en fait c'est hyper important. Oui, Il faut vraiment faire son propre Sherlock Holmes et se dire, ok, bah comment je me sens? Est-ce que le matin je me lève, je suis fatiguée? Est-ce que je me sens reposée après avoir une nuit de sommeil complète? Est-ce que je me sens fatiguée dans la journée? Est-ce que j'ai des coups de barre après avoir mangé? Enfin, en fait, il y a oui, tellement de choses à observer chez soi qui sont en lien avec la peau. Et moi, je parle de la peau parce que moi, ce qui m'intéresse, entre guillemets, c'est l'acné, mais ça vaut pour tout, en fait. C'est comme tu l'as dit, il faut pas se concentrer sur le symptôme en lui-même et se dire, ah, ce voilà. symptôme, c'est quoi? Il faut se dire, ok, ben, qu'est-ce que ça peut signifier ailleurs dans le corps qui se manifeste sous cette forme-là? Mm. Donc ça, c'est hyper important. Et donc effectivement, quand on a des troubles digestifs et des problèmes d'acné, eh ben, il faut vraiment creuser de ce côté-là. Et c'est Oui, hyper intéressant le cas que tu nous as partagé sur le fait que cette personne avait peu de symptômes digestifs, mais d'énormes problèmes de peau. oui. Et comment tu l'interprètes ça? Est-ce que par exemple, c'est qu'elle avait pas beaucoup de bactéries dans l'intestin et du coup, quand tu as fait les tests, ben, tu as vu qu'il y avait pas beaucoup, donc c'est pour ça que ça faisait pas beaucoup de problèmes digestifs à proprement parler et que l'inflammation s'est déplacée, on va dire, au niveau de la peau. Comment tu interprètes ça? Alors non, c'est pas, enfin, c'est pas lié au nombre de bactéries ou même aux résultats de tests SIBO ou quoi que ce soit. Je pense qu'en fait, c'est une sensibilité individuelle. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai déjà vu des personnes ayant un résultat de test SIBO extrêmement élevé et très peu de symptômes, Ah, et vice-versa, très très faible et énormément de symptômes. Donc en hmm, fait, rien n'est corrélé. Par contre, je pense qu'il y a une sensibilité ou une hérédité peut-être aussi de ce côté-là, c'est-à-dire que un déséquilibre va s'exprimer pour chaque personne différemment. C'est-à-dire il y a des personnes qui vont avoir des problèmes de peau et très très peu de problèmes digestifs. Mais ça ne veut pas dire que c'est le problème de peau qui est plus important, c'est que juste ça se au niveau justement de l'axe ou bien de l'intolérance à l'histamine, ça va juste se focus plus sur la peau, mais ça c'est individuel. Ou bien encore, il y a des personnes, ça va pas être des problèmes de peau, ça va être des problèmes thyroïdiens ou des problèmes articulaires ou même d'autres choses. Mais en fait, c'est vraiment, je pense, niveau sensibilité. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. C'est vraiment en hmm. fonction, peut-être aussi du passif ou de l'hérédité ou vraiment des paramètres de corporel individuels, en fait, je pense. Plus. Ok. Donc là, dans ce cas-là, c'est assez compliqué de se dire, ah, est-ce que c'est un SIBO si on a vraiment beaucoup de problèmes de peau, mais qu'on n'a pas beaucoup de troubles digestifs? Pas vraiment, parce que vraiment toutes les personnes qui ont des problèmes de peau, qui en Ouais, souffrent, ouais. qui le premier traitement n'a pas fonctionné, voilà, clairement, et qui sont toujours en galère, et qui ont même des symptômes digestifs minimes, Hmm, vraiment foncez vers le SIBO, parce que ok. rien, ça, enfin, ça ne vous coûte rien, et au contraire, vous pouvez enfin avoir la clé qui vous manquait pour vous en sortir. Et comme on en a discuté là justement, c'est pas parce qu'on a des symptômes minimes, voire juste un mal de bide comme tout le monde a, Hmm, qu'on n'a pas un SIBO derrière et que justement ça s'exprime pour vous en tout cas par la peau et énormément par la peau et justement vous galérez, vous n'arrivez pas à vous en sortir parce que justement le problème est là où vous l'avez pas cherché en fait.
Ouais, mais c'est hyper intéressant justement de comprendre que c'est pas corrélé la quantité de bactéries et les symptômes digestifs parce qu'on pourrait avoir tendance à penser ça et à se dire ah bah Ah, oui justement j'ai pas beaucoup de symptômes digestifs donc ça c'est peut-être pas ça ou donc ouais, c'est hyper faut se intéressant ce méfier. que tu dis. Ouais c'est ça c'est hyper intéressant. Et du coup comment on fait si on a fait par exemple ton quiz et qu'on a un score élevé et qui nous dit ben, probablement qu'il y a un SIBO, en tout cas que ce serait intéressant de faire le test. Comment on fait pour diagnostiquer qu'on a un SIBO? Ouais. Alors, pour le diagnostic du SIBO, en fait, le test, c'est un test respiratoire, donc qui permet de détecter le SIBO. Attention, pas un autre test, donc le test du mou, je sais que toi, voilà, tu as Ouais, fait le ouais. test du mou et on t'a dit que tu avais un SIBO alors que Ouais, pas du tout. Voilà, c'est pas du ouais. tout le bon test. Donc c'est vraiment le test respiratoire qui permet de détecter le SIBO. Mais attention, parce que malheureusement, aujourd'hui, la majorité des tests, comme ils sont réalisés, peuvent donner des faux résultats, que ce soit des faux résultats positifs ou négatifs. D'ailleurs, j'en ai fait les frais puisque Mm. j'ai fait 2 tests SIBO négatifs avant d'avoir un vrai test. Sauf que quand moi j'avais mes résultats pour les 2 tests, aujourd'hui je dis que ils étaient faux, mais à la base, quand je les ai eus, moi je pensais qu'ils étaient vrais. Et Bah oui. d'ailleurs, le premier test que j'ai fait m'a clairement dit que j'avais pas de SIBO, alors qu'en Mm. réalité j'en avais un. Et j'ai perdu 2 ans, vraiment 2 ans, en errance encore, à me dire bah non c'est pas ça, j'ai pas de SIBO. Donc vraiment faites attention. C'est pas bon, je vais faire un test SIBO. Quel est le lieu le plus proche de chez moi? Ça, c'est le mauvais raisonnement parce qu'il y a vraiment des conditions très précises en fait à respecter pour bien réaliser son test du SIBO. Donc il y a le bon substrat à utiliser, la bonne durée de test, les bons gaz mesurés, la bonne périodicité aussi de prélèvement des échantillons. Il y a aussi la bonne machine de test utilisée. Donc il y a vraiment énormément. Et en plus de ça, il y a aussi les études donc scientifiques sur ce sujet insistent bien sur la nécessité de suivre un protocole qui est strict de préparation alimentaire et non alimentaire aussi sur un mois. Donc un mois avant de passer votre test du SIBO, il y a tout un protocole de préparation à suivre scrupuleusement pour s'assurer d'avoir un bon résultat. Donc après, moi, dans mon livre, donc du coup, il y a tous ces détails, vraiment tous ces points qui sont notifiés, qui sont expliqués pour vraiment vous assurer d'avoir un résultat de test à la fin 100% fiable. Et en plus, dans mon livre, donc pour toutes les personnes qui achètent mon livre, j'offre en plus en cadeau mon programme Comment savoir si c'est le SIBO. Du coup, pour vraiment en plus qu'ils aient vraiment tout l'accompagnement pas à pas pour réaliser correctement leur test du SIBO. Voilà. Ok. Et est-ce que dans ta formation justement que tu offres avec le livre, tu donnes par exemple des façons de comprendre le test? Est-ce que c'est une fois que tu as fait le test, tu peux savoir ce que C'est ça ça. veut dire? Oui, exactement. En fait, donc j'explique en fait comment lire et comprendre ces résultats. Donc en fait, parce que ben, c'est super important en fait de vraiment d'aller en fait la formation et le livre, c'est vraiment pour accompagner du début jusqu'à la fin. Avec le début, ben, on ne sait pas si on a un SIBO, et à la fin, on est sûr d'avoir un SIBO, on est sûr d'avoir réalisé correctement son test du SIBO, et on est sûr en fait d'avoir un SIBO et savoir quel type de SIBO on a en fait, parce que toutes ces données, notamment aussi le type de SIBO, sont hyper importantes pour ensuite choisir le bon traitement adéquat, puisque les études scientifiques sont claires et nettes. Chaque type de SIBO a un protocole qui lui est adéquat. Donc c'est pour ça que c'est super important de bien réaliser son test du SIBO, puisque toute la suite va en dépendre en fait. Ok. Et donc justement, ça vient très bien avec la question suivante, c'est que faire une fois que le diagnostic a été posé? Une Oui. fois que c'est bon, on sait c'est plutôt un SIBO à méthane ou à hydrogène. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Oui, bah alors ma question va être claire. Il faut traiter et éradiquer le SIBO, voilà, tout simplement. En fait, donc il faut le traiter, et éradiquer. Et en fait, là, pour ça, je reviens sur ce qu'on se disait au début, où on parlait justement du type spécial de dysbiose dont se trouve en fait le SIBO. C'est-à-dire en fait, beaucoup de personnes m'écrivent en me disant j'essaye de tuer, mais vraiment, j'exagère pas, j'essaye de Mm. tuer mon SIBO. Mais il n'y a rien à tuer. En fait, il faut bien retenir ça, le SIBO, c'est pas une infection intestinale. Donc, en fait, si vous prenez un traitement avec des antibiotiques pour tuer votre SIBO,
là, c'est pas la bonne directive, puisque je le rappelle, le SIBO, ce n'est pas des mauvaises bactéries, c'est des bonnes bactéries au mauvais endroit. Donc, traiter et éradiquer son SIBO, ça consiste à prendre ces bactéries qui sont actuellement au mauvais endroit dans l'intestin grêle et les remettre là où elles auraient dû être et rester dans le côlon. Et en fait, moi, quand j'étais justement malade et que j'ai épluché vraiment toutes les études scientifiques et les ouvrages qui existent, j'ai très vite compris en fait que justement, vu les particularités du SIBO, c'était vraiment une stratégie globale en fait qu'il fallait pour pouvoir s'en débarrasser. Et en fait, j'ai vraiment identifié en fait les cyclés essentiels qui permettent justement de s'en débarrasser, de s'en débarrasser définitivement. Et en fait, c'est exactement ça que j'ai personnellement appliqué. Donc en fait, dans mon livre, je parle vraiment des cyclés essentiels. Je peux les dire si tu veux. Et justement, c'est ces cyclés essentiels qui vont permettre de s'en sortir et pas s'en sortir pour 3 semaines, s'en sortir définitivement. Puisque moi, par exemple, en 2017, donc j'ai éradiqué mon SIBO, puis voilà, il n'est pas revenu et je me Waouh, considère guérie. Voilà. Donc, waouh, génial. du coup, merci. Et pourtant, je reviens de loin. Si voilà, quand on lit mon livre, on comprend que je viens de très 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 loin. Et Ouais. je pars du principe que si moi je m'en suis sortie alors que j'avais atteint ce niveau de dégradation physique et mentale, tout le monde, vraiment tout le monde peut s'en sortir. À la seule condition, c'est d'avoir les bonnes, enfin les bonnes solutions. En fait, tout simplement, le bon chemin que moi j'ai appliqué et qui a fonctionné en fait, tout simplement. Ok. Est-ce que tu veux nous partager du coup les cyclés si tu veux? Oui, bien Ouais. sûr. Alors, en fait, les 6 clés. Donc, la première clé, c'est justement, on parlait du type de SIBO tout à l'heure et de son importance. Ben, c'est justement d'adapter le traitement en fonction de son type de SIBO. Donc, en fait, type de SIBO, il y a hydrogène, SIBO-hydrogène, SIBO-méthane, SIBO-hydrogène et méthane et SIBO à sulfure d'hydrogène. Et en fait, en fonction du type de SIBO qu'on a, du coup, il faut adapter le traitement qui va être spécifique au type de SIBO qu'on a. Donc ça, c'est la première clé essentielle. La deuxième clé essentielle, ça va être, justement, on parlait aussi des causes sous-jacentes du SIBO. Et bien, en fait, il faut les identifier et les traiter. Donc, en fait, les causes, ça peut être multiples, comme on l'a dit aussi. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut faire ce travail d'identification et de solutionnage des causes, parce que sinon, le traitement de la conséquence, donc du SIBO, ne fonctionnera pas, ou bien ça fonctionnera, mais le SIBO reviendra dans les 3 semaines à grand maximum 3 mois, en fait, en mode récidive, donc encore plus résistant, etc. Donc ça, c'est la deuxième clé importante. La troisième clé importante, en fait, c'est de stimuler le complexe moteur migrant. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est le complexe moteur migrant? C'est un nom barbare, mais en fait, le complexe moteur migrant, c'est vraiment la clé qui est oubliée par tout le monde et pourtant c'est la clé essentielle quand on a un SIBO. En fait, le complexe moteur migrant, c'est comme un aspirateur, voilà, un aspirateur qui fait le ménage après qu'on ait mangé pour enlever les débris alimentaires et faire le nettoyage pour que ça soit cleané, en fait. Sauf que quand on a un SIBO, pour une ou plusieurs raisons, par exemple, on a eu une infection, une tourista, une gastroentérite ou j'en sais rien, et ben en fait, ce complexe moteur migrant, il va être touché, il va marcher au ralenti, et c'est du coup, il va y a plus y avoir ce nettoyage fait après les repas, et du coup, ça va entretenir complètement le SIBO. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on revient sur le déplacement des bactéries, puisque c'est ça qu'on doit faire, le déplacement des bactéries de l'intestin grêle au côlon. Et ben ça aussi, c'est le travail du complexe moteur migrant. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la troisième. Du coup, j'en suis à la troisième clé. La quatrième clé, j'en suis à la troisième ou à la quatrième, je sais même plus, je me suis perdue. J'ai fait les types, le complexe moteur migrant, j'ai fait les causes, donc 3. Donc là, j'en suis à 4. Ouais. Voilà, quatrième cause. Donc c'est le travail du stress. Parce que, alors là, je veux refaire une petite parenthèse quand même, parce que je pense que la majorité des gens qui sont présents, on leur a dit que leurs problèmes, que ce soit digestifs ou de peau, sont liés à leur stress. Voilà, ça c'est le grand truc du siècle. Tout est lié au stress. Alors, je précise, Débrouillez-vous. voilà, c'est ça. Débrouillez-vous. C'est de votre faute. Vous êtes trop stressé. Allez voir un psy. Prenez vos anxiolytiques dépresseurs et puis bye. Mais non, c'est pas ça. En fait, le stress, il va aggraver les symptômes qui existent déjà. Donc, en fait, le stress ne peut pas créer une maladie. Déjà, ça, il faut que ça soit clair. Se le tambouriner dans la tête parce que moi-même, j'ai tellement souffert qu'on me dise que c'était mon stress que je préfère le dire, le redire, le redire.
Donc en fait, le stress, il va aggraver les symptômes, il ne va pas les créer. Et en fait, par contre, il peut, comme je le dis, aggraver les symptômes et il peut aussi perturber la motilité digestive et donc empêcher aussi que les bactéries reviennent à l'endroit où ils doivent être et aussi le nettoyage alimentaire qui doit être fait. Donc en fait, c'est important quand même de travailler sur le stress, même si c'est pas la cause de ces douleurs. Voilà. Et du coup, l'autre, donc la dernière, du coup, je dois être à la dernière normalement. Non, je crois que t'as la cinquième là, du coup. Ah, d'accord, ok. Non? Alors, oui, c'est ça. Là, je suis la cinq. Ah non, là, je vais la dire la cinquième. Ok. Oui, là tu vas dire la cinquième, si je dis pas de bêtises. Là, le stress, c'était la Oui, quatrième. exact. Non, non, c'est bon. Ouais. Du coup, je parle tellement que je me perds dans mes dans mes chiffres. Du coup, la cinquième, eh bien, c'est de faire un régime alimentaire spécifique SIBO Hmm. pendant le traitement. Euh, je précise que ce n'est pas le régime Pauvre FODMAP. Voilà, Ah là 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 je là. sais qu'on entend beaucoup Ah là parler là. du régime Pauvre FODMAP à toutes les sauces, voilà, caramel, pistache, kiwi, moutarde, tout ce qu'on veut. Non, non, c'est pas le régime pomme en FODMAP, c'est un régime spécifique SIBO et c'est encore plus spécifique puisque on revient toujours sur le type de SIBO, c'est un régime spécifique SIBO et à son type de SIBO. Et Hmm. en fait, ce régime alimentaire, il doit se faire par phase, que j'explique aussi dans mon livre. Donc, il y a la phase 1, la phase 2 et la phase aussi de stabilisation que j'appelle la phase de stabilisation, qui est la phase post-éradication du SIBO, qui dure 3 mois post-éradication du SIBO. Et en fonction, en fait, c'est le régime alimentaire, il va s'adapter en fonction de là où on en est du traitement de son SIBO. Voilà. Et du coup, la dernière chose, donc la dernière clé, c'est en fait de respecter du coup les 4 phases de traitement. Donc voilà, comme je viens de dire, donc la phase 1, la phase 2. Donc la phase 1, c'est la phase pré-traitement. La phase 2, c'est la phase de traitement. La phase non, j'ai oublié la phase 0, pardon. Du coup, la phase 0, c'est la phase vraiment de fondation. Donc la phase 0, phase de fondation. Phase 1, phase de pré-traitement. Phase 2, phase de traitement. Et la dernière phase, donc la quatrième phase, c'est la phase de stabilisation post-éradication du SIBO. Et en fait, c'est la dernière phase, je pense que personne n'en a entendu parler, et c'est malheureusement la phase qui est souvent négligée et qui fait que bah, malheureusement, ben, les SIBO, ils reviennent en fait. Les SIBO, ils Hmm. reviennent parce que c'est vraiment une phase où on met vraiment tous les jalons. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis tous les jalons pour que mon SIBO ne puisse jamais revenir et ça a fonctionné. Et tout ce que je dis là, c'est vraiment fondé. C'est vraiment là, je vous délivre en fait des années et des années d'études scientifiques que j'ai lues. Voilà, c'est vraiment, il n'y a rien qui est inventé. Tout est fondé par les études scientifiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu écrire un livre, c'est que j'ai pu mettre les sources et les études scientifiques pour que vraiment tout soit bien carré et que et c'est pour moi ben, le livre était vraiment le meilleur format pour pouvoir justement délivrer ben, tous les recherches et aussi ben, du coup la source. Voilà. Ouais, c'est super intéressant. Et quand tu parlais tout à l'heure de justement, il faut pas tuer les bactéries parce qu'on veut éradiquer les Oui. bactéries quand on a un SIBO, qu'il faut les déplacer. Donc comment on fait en fait? C'est quoi du coup le traitement? Vu que c'est pas un antibiotique ou quelque chose qui vient tuer des bactéries, c'est quoi le traitement réel en fait du SIBO? Ouais. Alors, ben, du coup, le traitement, c'est vraiment de suivre toutes les clés là que je viens de te dire. Et après, c'est un protocole qui peut durer entre 3 mois et un an. Voilà. Moi, j'ai mis 6 mois, 9 mois, pardon, 9 mois pour éradiquer mon SIBO. Et en fait, en gros, un cycle de traitement, c'est 3 mois. Donc, j'ai fait 3 cycles de traitement. Et en fait, en fait, le traitement, ça va pas être juste une molécule qu'on va prendre et qui va gérer ça. C'est vraiment toutes les clés, c'est-à-dire la recherche des causes, le régime alimentaire par phase en fonction de son type de SIBO. Ça va être justement aussi, et ben en fait, le travail de recherche des causes qui ont fait le SIBO, la gestion du stress, les stimulations quotidiennes du complexe moteur migrant, etc. Donc c'est vraiment un monument vraiment énorme, mais bah, j'en suis la preuve vivante. J'ai suivi ce chemin et moi, bah, justement, dans mon programme Vaincre son SIBO, je délivre en fait vraiment le chemin que j'ai suivi pas à pas, mais vraiment je donne tout ce que j'ai fait qui m'a permis de m'en sortir. Voilà, vraiment du début jusqu'à la fin, vraiment tout le Ok. chemin. Ok. Ah bah c'est super ça. C'est et ça c'est quelque chose que tu recommandes que pour les personnes qui sont
enfin, qui ont le problème, qui voudraient se traiter elles-mêmes, ou c'est aussi pour des médecins, des naturopathes, des personnes qui veulent se former? Bah ça, après c'est comme ils veulent. Après c'est par exemple dans mon programme là pour pas noyer les gens, je vais pas donner les voilà, je vais pas donner exactement le nom de l'étude, etc. Là je présente vraiment tout mon chemin qui m'a permis de m'en sortir. Dans mon livre par contre j'ai vraiment mis au carré avec toutes les études, etc. Mais je pense qu'effectivement à l'heure actuelle il y a beaucoup de choses qui ont bougé sur le SIBO par rapport à moi en 2015 quand j'ai commencé à en parler, où vraiment mais Ouais, j'allais évidemment. voir un médecin, je lui disais, je pense, vu mes recherches, que j'ai un SIBO. La réponse était un quoi? Voilà, j'avais un quoi? Et donc là, je commençais à raconter ce que j'avais découvert, etc. Donc c'était vraiment inconnu. Là, on commence à connaître déjà le nom du SIBO. Bon, il y a beaucoup encore de méconnaissances, mais ça commence à bouger quand même. Mais, euh, mais il y a encore du chemin. Il y a encore beaucoup de chemin, ça c'est certain. Ouais. Mm. Ouais, et je te confirme ça parce qu'aujourd'hui, même 10 ans plus tard, ben voilà, je pense que tu vas voir un médecin lambda et tu lui dis, je pense que j'ai un SIBO, tu vas avoir la même réponse, hein. Il y en a pas beaucoup qui sont encore très au courant sur ça, malheureusement, et bien malheureusement parce qu'on est tellement à avoir ce genre de problème que on a besoin d'avoir bah, plus de gens pour Ouais. accompagner, quoi. Donc bon. Oui, mais d'ailleurs, il y a un médecin, donc le docteur Atier, qui a préfacé mon livre. Mm. Il ne connaissait pas du tout le SIBO avant de lire mon livre. Et effectivement, je pense qu'il y a une méconnaissance au niveau, je pense, peut-être euh, du parcours, où le SIBO n'est pas encore une maladie où en fait on explique que c'est en fait. Mais ça Ouais. viendra peut-être dans des années. Ouais, Voilà, voilà, dans quelques années, ce sera au programme. Alors, le c'est SIBO, ça, exactement. mais Et bon, ça sera une grande révolution pour le coup. Ouais. ça sera une grande révolution, mais malheureusement, pour les personnes qui souffrent aujourd'hui, c'est pas assez rapide, quoi, parce que d'ici que les gens Mm. se forment aux 10 années de médecine et deviennent médecins et machin, enfin, toi, tu peux Ouais. rester 10 ans comme ça, à attendre. Bon, ben, j'attends, voilà, j'ai mal, Ouais, surtout qu'en et plus, au fil du temps, malheureusement, quand on a un SIBO, c'est pas, ça stagne pas. C'est en général, ça va vers le mal, vraiment le mal, quoi. Ça ne fait que se dégrader. Et d'ailleurs, je l'ai connu cette dégradation. Mais bah oui, ouais. oui. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre. Enfin, moi, en tout cas, je n'aurais pas pu attendre et je n'ai pas attendu parce que non, j'attends personne, moi. C'est quand j'avais mal, c'était plus possible. À un moment donné, je me suis dit non. Il faut que vraiment tu apprennes tout, tu lises tout, Ouais. vraiment, tu t'en sors par toi-même. Et je pense que c'est ma le fait que justement que j'ai tout appris par moi-même, que j'ai découvert qu'en fait j'avais un SIBO et pas un syndrome de l'intestin irritable comme on m'a dit pendant des années, ben clairement qui Ouais. m'a permis de m'en sortir. Sinon, je serais, ben, je sais même pas si je serais encore là en train de te parler, tu vois, Bien sûr, ouais. de ce monde, tu vois. Donc, ouais, mais c'est pour ça aussi que vraiment aujourd'hui, c'est ma mission de vie en fait. Je Mm. m'en suis sortie et quand j'étais malade, j'en ai parlé aussi dans mon livre, mais c'est vraiment ce que je m'étais promis, c'est quand j'étais malade, je m'étais dit si je m'en sors avec tout ce que je fais et l'état que j'ai aujourd'hui, mais je consacre ma vie à permettre aux gens de ne plus vivre ce que je suis en train de vivre là. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que vraiment pour moi le SIBO c'est ma vie, ma mission, c'est au-delà en fait d'une maladie en fait vraiment. C'est Je comprends tout à fait, parce que moi, c'est exactement la même chose, mais avec l'acné. Donc, ah, voilà. en fait, j'ai eu le même parcours que toi, sauf que moi, j'étais pas dans un état entre la vie et la mort, on va dire, j'avais pas une condition vitale avec l'acné, mais ça a été exactement le même parcours où je me suis dit, mais putain, les dermatos, ils savent pas, Mm. ils ont pas de solution à apporter à part prendre un médicament. Donc moi j'ai envie de comprendre et puis pareil ben si je comprends ben je veux partager autour de moi parce que je sais à quel point ça fait souffrir. Là pour le coup l'acné ça peut être souffrant au niveau physique aussi, hein. Il y a des acnés qui sont très très douloureuses, mais je pense que probablement la plus grosse souffrance quand on a de l'acné elle est psychologique. Oui. Et du coup, c'est aussi plus compliqué parce que c'est pas quelque chose qui se voit et c'est pas quelque chose, tu vois, palpable. Comme t'as mal au ventre, bah t'as mal au ventre, tu vois, tu sais où t'as mal, quoi. Quand t'as de l'acné et que tu souffres psychologiquement d'avoir de l'acné, c'est encore autre chose. Et voilà, et donc je sais à quel point ça peut faire souffrir. Et je me suis dit, et pareil, quoi, je veux aider les personnes qui ont de l'acné à s'en sortir aussi si j'arrive à trouver ben, ce qui peut se cacher derrière.
Donc, on a eu un parcours assez similaire où j'ai Ouais. fait aussi mon premier livre sur le sujet en 2019, puis là, que j'ai ressorti en 2024. Et, euh, et voilà, où j'ai pu parler aussi ben, de SIBO, tu vois, dans la nouvelle version, parce qu'effectivement, c'est incontournable. Et moi, je le vois bien, dans les personnes qui ont des troubles digestifs et qui ont de l'acné, ben, il faut regarder du côté du SIBO, quoi. Donc, je vois qu'on a une question qui est, est-ce que le SIBO peut être simplement passager par période de vie? Est-ce que le SIBO, alors ça a coupé, j'ai pas entendu. Ah, est-ce que le SIBO peut être simplement passager par période de vie? Non. Non, non. Parce qu'en fait, un SIBO ne peut pas partir. À partir du moment où il est là, il restera là et Ouais. il augmentera en fait. Il augmentera au fil des mois, des années. Non, non. C'est impossible. Après, par contre, il peut y avoir comme ça les symptômes. Ça, oui. Ça, ils peuvent être plus ou moins importants en fonction, bah, par exemple, de critères. Bah, mettons par exemple le cycle menstruel, déjà, rien que ça. Mais par contre, non, le SIBO, une fois qu'il est installé, il ne repart pas tout seul. Ça n'existe pas. Non, non. Ouais, et c'est pas juste avec l'alimentation, parce que je sais qu'il y a des personnes Pas qui du tout. disent ça. Pas du tout. Ah ben voilà, j'en suis la preuve vivante. Voilà. D'ailleurs, si vous lisez mon livre, vous verrez qu'en fait, en fait, à un moment donné, j'avais tellement mal que je suis partie du principe, ok, il y a personne qui m'aide, je ne sais pas comment m'en sortir, je vais enlever tout ce qui me fait mal parce que j'en avais marre de souffrir après les repas. Donc, j'enlève finalement un à un, au fil des mois, etc., des aliments, jusqu'à ne manger plus que 3 aliments par jour. Et ça, j'ai fait pendant des mois et des mois. Je ne mangeais plus que du filet de poulet sans peau, des carottes cuites et de l'huile de coco. Parce que j'avais l'impression Waouh. que c'était les 3 derniers aliments, et les Ouais. seuls, qui me faisaient pas me tordre de douleur après et j'en pouvais plus. Et en fait, malgré ça, bah, mon SIBO, il est resté. Donc, en fait, et j'ai même des personnes, c'est horrible, hein, ce que je vais dire, j'ai même des personnes qui m'ont contacté et qui m'ont dit, moi, j'ai même essayé de ne boire que de l'eau et même avec de l'eau, je ballonne. Donc, en fait, c'est pour dire Ah que, ouais. ouais, ouais, aussi restrictif votre régime sera, autant vous enlèverez d'aliments, ça ne changera rien. Le SIBO restera en place. Vous Ouais. aurez moins mal parce que vous mangerez moins d'aliments susceptibles justement d'engendrer les fermentations, mais dès que vous voudrez remettre les aliments, et ça aussi, je me suis retrouvée dans cette prison dorée, c'est-à-dire on ne peut plus remettre les aliments qu'on a enlevés, sauf si on a à nouveau les douleurs. Et c'est pareil pour le régime PAN-FODMAP, on en parlait. Le régime PAN-FODMAP, quelqu'un qui va avoir un SIBO, il va avoir un mieux en général, un soulagement, Ouais. avec le régime PAN-FODMAP. Des fois, c'est pas le cas, mais la majorité quand même, il y a un soulagement. Mm. Et en fait, par contre, le régime PAN-FODMAP, il a plusieurs phases. C'est-à-dire que le régime FODMAP, il doit rester 8 semaines, grand maximum. Si on fait plus de 8 semaines le régime FODMAP, on commence à appauvrir sa flore intestinale et donc dégrader son état initial. Sauf que, en fait, les phases, c'est élimination, donc ça tout le monde connaît, réintroduction et personnalisation. Ça, c'est les 3 phases du régime FODMAP. Sauf que les gens qui ont un SIBO, ils vont faire élimination, mieux-être, génial, ça y est, j'ai trouvé la solution. Je l'ai connue, donc je sais très bien. Ouais. Voilà. Et en fait, réintroduction, aïe, 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 les douleurs reviennent, je reste dans le régime FODMAP. Et j'ai des gens qui vont rester 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. J'ai même des gens qui me contactent, ça fait 20 ans qu'ils sont au régime FODMAP. Oui, 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 20 ans. Wow. Je ne veux même pas savoir comment est leur flore intestinale. Moi, je l'ai fait pendant 2 ans, le régime FODMAP, avant de comprendre que ce n'était pas du tout la solution. Mais on a enfin un soulagement. On se dit, c'est ça la solution. Bah oui. Remets des aliments qui sont riches en FODMAP, j'ai remal. Ben, l'être humain, il fait quoi? Ben, il reste au régime FODMAP. Bah C'est oui. l'humain, en Bah fait. c'est normal. Bah surtout Voilà. quand tu as une immédiateté, tu vois, où tu peux vraiment te dire il y a un lien de cause-conséquence. Exactement. Donc C'est ça. forcément, oui, tu te dis, enfin, ce serait stupide même en soi de se dire, bah vas-y, je vais continuer à manger des trucs qui me font mal. Enfin, tu vois, Exactement. c'est pas logique. C'est pas logique. C'est clair. Oui. Ouais. Donc ouais, ouais. Et donc là, quand tu parles de régime FODMAP, tu disais tout à l'heure, pourtant c'était pas le régime à utiliser. Donc on est d'accord, le régime FODMAP, c'est jamais en fait le régime à utiliser en soi. Enfin, Exactement. C'est le régime qui est souvent donné, donc c'est pour ça que je parle du régime ouais, FODMAP parce que je pense que les gens connaissent ce régime. ouais, Mais même si on part sur le régime spécifique SIBO et spécifique à son type de SIBO, imaginons qu'on se dit bon, je vais faire que ça et rien d'autre, le SIBO restera aussi. En ouais, fait, juste un régime ne permet pas d'éradiquer un SIBO ouais. et juste un traitement ne permet pas d'éradiquer un SIBO. C'est vraiment la combinaison des cyclés dans le bon ordre, etc., qui moi m'a permis
de traiter et d'éradiquer mon SIBO en fait. Voilà. Je suis très contente que tu dises ça et que ce soit inscrit dans le marbre parce que j'ai vu des personnes dire oui, oui, si t'as un SIBO, ce que je propose, ça va t'aider parce qu'on joue sur l'alimentation, tu vois. Et moi, ça m'a rendu ouf, tu vois, parce que je sais que c'est pas Oui, vrai. Et du coup, qu'il y ait des oui, oui. personnes qui puissent dire ça, voilà, ça m'énerve beaucoup parce que Oui, ça fait perdre du temps aux personnes et ça peut être même dangereux parce que justement, ben, exactement. tu donnes des faux espoirs et des fausses solutions et tu passes à côté des vrais problèmes, quoi, et des vraies solutions. Donc voilà, je suis très contente que tu remettes ça bien au clair. C'est pas juste l'alimentation. Mm. Et je vois que dans les questions, on a Vanessa qui nous demande comment savoir si on a une intolérance à l'histamine. Oui. Alors l'intolérance à l'histamine, en fait, il faut faire un test. Malheureusement, il y a très peu de laboratoires qui le font. Donc il y a aujourd'hui le laboratoire Barbier en France et le laboratoire LIMS en Belgique qui font ce test qui mesure justement l'activité de la DAO et qui permet justement de savoir si on a notre enzyme DAO qui marche normalement ou qui marche au ralenti. Et donc si elle marche au ralenti, il faut justement se dire, voilà, on a une intolérance à l'histamine. Mais attention, parce que là aussi, il y a un gros piège. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent, qui me disent, voilà, j'ai une intolérance à l'histamine et j'essaye de la résoudre. Mais je n'y arrive pas. Bah oui, tu n'y arrives pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce qu'en fait, l'intolérance à l'histamine, comme je le disais au début de ce live, c'est la conséquence du SIBO. C'est-à-dire moi, j'avais une intolérance à l'histamine et j'avais un SIBO. Je n'ai absolument rien fait pour mon intolérance à l'histamine. J'ai traité mon SIBO, elle a disparu d'elle-même. Voilà, tout simplement. C'est QFD. Bah, c'est Voilà. ça, comme en fait c'est entre guillemets juste un problème de la DAO qui n'est pas fonctionnel parce qu'il y a de l'inflammation intestinale, etc. Ben, tant que tu as de l'inflammation, même parce que je sais qu'il y en a certains qui peuvent dire aussi, ben, ça peut être une logique aussi, on se dit, ah bah tiens, mon test dit que j'ai pas beaucoup de DAO, bah je vais prendre un complément de DAO Ouais. pour dégrader plus l'histamine. Mais en fait, non, ça, encore une fois, ça règle pas le problème qui est, bah, Ben en fait, non. si ta DAO elle fonctionne pas, c'est qu'il y a ton intestin qui te dit, oh, il y a trop d'inflammation, ça ne C'est marche ça, pas. exactement. J'ai déjà eu des personnes en fait qui effectivement qui prenaient de la DAO, aussi des antihistaminiques chimiques depuis des années, et qui en fait avaient des pics justement le printemps avec l'environnement, etc., le pollen, etc. Et en fait, non, qui étaient à vie dans ce cycle en fait, parce que justement, il n'avait pas été envisagé l'idée que l'intolérance à l'histamine était la conséquence du SIBO et que donc c'était à traiter et à identifier aussi parce que la majorité de ces personnes ne savaient même pas qu'elles avaient un SIBO. Donc voilà, c'est toujours en fait on repart sur il faut chercher la cause et ne pas juste se focus sur je veux me débarrasser de cette intolérance, je veux pouvoir manger de tout, je veux pouvoir supprimer mes boutons. Non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. C'est Exactement. Tout à fait. C'est très bien dit. Voilà, faut toujours rechercher la cause de la cause de la cause. voilà, c'est ça. Je dis pas que c'est facile, mais Non, c'est la seule façon, en fait, mais ça vaut de, le coup, ça vaut le coup. voilà. Mais Ouais, c'est important. Et ouais. il y a Vanessa aussi qui nous demandait, j'ai vu, si l'acné est localisé au niveau des omoplates et des épaules, est-ce qu'on a une idée de ce qui peut provoquer de l'acné plutôt omoplates et épaules? Non. Après, ça, c'est pareil, c'est sensibilité. C'est-à-dire que il va y avoir des personnes qui vont avoir plus d'acné, par exemple, ici, voilà, sur le menton, d'autres, voilà, les omoplates, d'autres, les avant-bras. Enfin, ça, c'est vraiment une sensibilité et une hérédité aussi personnelle. C'est-à-dire que c'est là que ça va se focus, en fait. Mais non, ça ne veut rien dire par rapport à quelle est la cause, et etc., en fait. Ouais. Après, d'expérience, il y a certaines zones du corps ou du visage qui expriment quand même certains trucs, tu vois. Par exemple, tu vois, tout ce qui va être acné ici, Oui. menton, mâchoire, ça va être très lié aux hormones, tu vois. Ok, ça, je savais pas. Ok. Tu vois, il y a des zones qui sont quand même très liées en fait à certains troubles, on va dire. Ok. Tu vois, pour l'acné justement digestive, on va dire, ça va être beaucoup plus sur les joues. Tu vois, ça va être Ok. beaucoup sur cette zone-là. Et pour ce qui est des omoplates, épaules, bah en fait, comme c'est une zone où tu as beaucoup de récepteurs, notamment
Déjà, c'est une zone où tu as pas mal de glandes sébacées et il y a pas mal aussi de récepteurs aux hormones androgènes. Donc, parfois, l'acné corporelle dans le dos, c'est pas mal lié justement tu as soit trop d'hormones androgènes, soit une trop grande sensibilité aux hormones androgènes. Mais ça, j'ai aussi d'expérience, ça peut être lié à des troubles digestifs aussi, des D'accord. troubles digestifs qui sont pas identifiés et parfois qui sont même pas liés à des SIBO. Je sais que ça peut être des vers, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, des parasites Mhm. qui peuvent causer de l'acné dans le dos. Surtout quand on a un peu éliminé tout, tu Mhm. vois, et tu dis, bah, qu'est-ce que ça peut être? Ben, de certaines personnes, tu vois, qui sont dans le domaine, c'est des parasites qui ont colonisé et qu'il faut faire disparaître, et voilà, et qui causent ça. Donc après, voilà, faut encore une fois, comme tu l'as dit aussi, il y a des sensibilités, il y a des personnes qui vont réagir plus à certains endroits, à certaines choses, etc. Donc, à part faire un bilan complet pour voir bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est pas réglé, qu'est-ce qui est déséquilibré, etc. C'est compliqué de dire bon bah si c'est à tel endroit, c'est forcément ça. Ouais. Et même quand tu as une acné hormonale, on va dire identifiée, tu vois, mâchoire, un peu menton, comme ça, bas des joues, euh, t'as différentes causes hormonales. Donc Mhm. c'est très, enfin tu peux pas te dire ah bah c'est là donc je sais que c'est en bas donc c'est hormonal donc je vais prendre un complément alimentaire que j'ai vu passer sur les réseaux qui dit que c'est pour l'acné hormonal parce que il y a plein de types d'acné hormonal. Enfin il y a j'ai fait un post il y a pas longtemps pour dire justement les compléments ça sert à rien parce qu'il fallait que ça sorte mais oui prendre des compléments au pif comme ça effectivement ça ne sert à rien. Faut essayer de comprendre encore une fois qu'est-ce qui se passe dans le corps. C'est ça. Donc, Pareil pour le digestif, hein. C'est pareil. Moi aussi. J'étais un magasin de compléments. À chaque fois, bah, je l'ai fait, hein, la bêtise, hein. À chaque fois que je voyais un truc sur un groupe Facebook, sur Internet, où la personne disait oui, je vais beaucoup mieux avec ça, les 24 heures qui suivent, je l'avais acheté, essayé, ça n'avait pas fonctionné. Voilà, en gros, et puis je mettais ça dans le placard, des compléments qui m'ont servi à rien. Et j'ai dépensé des fortunes comme ça. Vraiment, non, non, c'est pas la bonne solution. C'est clair. non, clairement pas. Clairement pas. Et je vois qu'on a eu plusieurs questions par rapport à comment on fait pour faire le test. Tu vois, le test respiratoire, est-ce que ça dépend des labos? Voilà, est-ce que c'est un spécialiste? Voilà. Oui. Justement, dans mon programme Comment savoir si j'ai le SIBO, qui est offert avec mon livre, et bien en fait, il y a la liste vraiment complète de tous les lieux homologués et fiables pour réaliser son test du SIBO, du coup. Ouais, bah ça c'est super parce que effectivement c'est une très bonne question. Bah oui, ok, je pense que j'ai un SIBO. Maintenant, comment je fais pour Ouais, le diagnostiquer? C'est quel labo? C'est vers qui qu'on se dirige? Est-ce qu'il faut un médecin? Donc la bonne nouvelle c'est que non, pas besoin d'un médecin. On peut passer par soi-même, par des labos et faire le diagnostic, enfin faire le test pour le diagnostiquer. Donc ça c'est très bien. Et alors qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme question? Il y a une question, je pense, du coup tu vas pouvoir répondre. C'est à quand l'ouverture des coachings pour guérir le SIBO? oui. Là, c'est complet actuellement, et je pense qu'il y aura des places qui vont se libérer bah, dès la rentrée en septembre, je pense. Ok, Voilà. Après, il y a les ok. vacances là aussi d'été, donc. C'est ok, super. Bon bah du coup, Manel, voilà, à Et d'ailleurs, partir il y a de une liste septembre. d'attente. Juste petite parenthèse, il y a une liste d'attente que j'ai mise en place. Donc, si vous cliquez bah, pour accéder justement au programme, vous tombez directement sur un formulaire pour rentrer vos coordonnées, mail et prénom, et du coup, vous serez averti dès que le programme rouvre du coup. Ok, ok, super. Il y a Marie qui nous dit que ce que fait Isabelle est super, donc voilà. Ah, c'est C'est gentil, bon. merci. Et du coup, ouais, Vanessa qui nous demandait en cas de SIBO, l'acné se localise-t-elle à un endroit particulier du corps? Donc j'ai déjà un petit peu répondu. Oui, quand c'est trouble digestif type SIBO, c'est pas du tout exhaustif, mais très souvent ça va être une acné déjà qui est très inflammatoire, très rouge, qui peut être douloureuse, qui part pas, qui est persistante. Peu importe ce qu'on fait, ce qu'on mange et tout, justement, ça va être persistant. Ça va pas être forcément lié
aussi au cycle menstruel. Donc c'est vraiment une acné qui est là tout le temps et qui reste en force et qui est souvent très localisée au niveau des joues, quoi, au niveau d'ici. Donc ouais, là, ça ouais. Et il y a Sarah qui nous dit comment réagir face à un médecin qui nous dit que le SIBO est, je cite, un effet de mode. Ah oui. Euh, changer de médecin. Voilà, Voilà. hein. Changer de médecin, lui dire de lire les études scientifiques. Voilà. Changer de médecin et avant de le changer, de lui dire de lire les études scientifiques. Voilà, très bien. Il y avait la question, est-ce que le SIBO peut avoir un impact sur le cycle menstruel? Donc bah ça c'est ce qu'on a dit, oui, indirectement, puisque le SIBO, le fait d'avoir de l'inflammation intestinale, de mal absorber les nutriments, etc., tout ça, ça fait une combinaison de facteurs qui fait que bah on peut avoir un trouble hormonal, un dérèglement hormonal. Donc oui, tout à fait. Tac, tac, tac. Donc est-ce que les coachings vont bientôt réouvrir? Donc on a dit en septembre. Est-ce qu'il y a un lien entre parasites et SIBO? Non, non. Là, c'est pareil, c'est comme un lien entre candidose et SIBO, c'est-à-dire qu'on peut avoir les deux, mais il Ouais, n'y a pas de lien. voilà. C'est ça. En fait, il faut comprendre aussi, je pense, pour les gens que le SIBO, c'est compatible avec tout. C'est ça, malheureusement. C'est c'est pas genre, ah, j'ai ça, donc c'est que ça. Non, tu peux Ouais, avoir un SIBO et une candidose et avoir une intolérance au gluten et avoir une intolérance à l'histamine, puisque bah, du coup, ça c'est lié, donc c'est entre guillemets oui. logique. Mais on peut cumuler différentes choses, en fait. C'est pour ça que c'est très intéressant de faire le quiz pour le SIBO que tu as fait. Et comme ça nous permet de savoir bah, déjà si ça c'est une bonne direction et après en fonction des symptômes peut-être qui restent, etc., de découvrir d'autres choses, quoi, justement, des causes sous-jacentes comme l'hypothyroïdie, des choses comme ça, auxquelles on pense pas souvent, mais je pense qu'ils sont très très sous-diagnostiqués. Oui, Je sais pas si toi c'est ton expérience aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de femmes qui sont en hypothyroïdie sans le savoir oui, et je qui vivent confirme. avec ça. Si, si, je l'ai remarqué. Et comme en plus, bah, les problèmes de thyroïde, hypothyroïdie, maladie d'Hashimoto, etc., bah, c'est 50% de ces personnes qui ont un SIBO. Donc forcément, je suis concernée aussi, quoi. Mm. C'est ça. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est hyper important aussi à prendre en considération. Donc, euh, donc voilà. De mon côté, j'avais posé toutes les questions que j'avais pour essayer de couvrir le sujet de l'acné et du SIBO. Donc, est-ce que vous avez encore des questions pour les personnes qui sont avec nous? Si oui, c'est le moment. Sinon, ben, posez-les en commentaire et on répondra sur le replay, puisque je vais mettre en replay le live. Donc voilà, s'il y a des questions, c'est encore le moment. Et sinon, ben, moi, je voulais te remercier vraiment pour le temps que tu as pris aujourd'hui pour Bah, revenir avec grand sur le plaisir. sujet. Parce que même après, quand ça fait longtemps qu'on est sur ça, parfois ça peut être un peu, voilà, rébarbatif de dire, bon, vas-y, c'est la centième fois que je dis ce que c'est le SIBO. Euh, C'est toujours plaisir. Franchement, plus j'en parle, plus j'ai l'impression justement bah, de continuer ma mission et de faire connaître justement cette maladie et de permettre bah, aux personnes qui en souffrent potentiellement de pouvoir justement sortir de cette errance en fait. ouais, Parce que bah, c'est vraiment ça. Et pareil, mon livre, c'est vraiment pour permettre de décupler en fait bah, la visibilité de cette maladie, la faire connaître. Alors je précise, le livre est à l'envers. oui, Parce que oui, les gens oui. ils vont se dire, Ouais, mais c'est on se dit, ah, pas, c'est écrit en quelle langue? Non, non, c'est juste le livre, il est à l'envers. ouais. Du coup, voilà. Non, mais donc, bah, merci beaucoup pour ton temps, pour tout ce que tu as fait pour le sujet, on va dire, de façon générale, et pour toutes les personnes que tu as pu aider et que tu continues à accompagner, et pour tout ce que tu fais pour essayer de faire connaître ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent sans le savoir. Donc, vraiment, merci pour ce que tu fais. Merci d'avoir bien voulu venir sur ce live aujourd'hui pour nous éclairer et nous donner plein de clés et plein d'informations très pertinentes et qui vont parler, je pense, aussi bien aux personnes de ta communauté qu'aux miennes, parce qu'au final, les deux sont liés. Donc, toi, Oui, tu as des personnes qui ont de l'acné, alors qu'en fait, tu pensais que c'était surtout pour des problèmes digestifs. Et moi, j'ai des personnes qui ont de l'acné, mais qui ont beaucoup de problèmes digestifs. c'est Donc, ça. parce que les deux sont liés. Oui, Donc voilà, donc bah écoute, merci beaucoup, merci aux personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui aussi, qui ont suivi, qui ont posé des questions très intéressantes, très pertinentes. Et si vous avez d'autres questions, bah, je vous invite à les poser
en commentaire et on se fera une joie de d'y répondre. Et voilà, est-ce que tu veux dire un petit mot de fin, nous laisser sur une note positive? Ben, merci à toi de m'avoir invité. Ben, merci à vous d'avoir été présents et j'espère ben, qu'on a bien répondu, qu'on vous a aidé et que ben, du coup toutes les personnes qui ont possiblement un SIBO ben, vont pouvoir justement ben, via notre live pouvoir justement ben, découvrir que c'était la bonne piste et la bonne clé qui va leur permettre d'aller mieux. Voilà, tout simplement. Ouais. Donc voilà, bah écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne journée et à tout le monde Toi une bonne aussi. journée. Et Bonne puis journée à écoute, à tous. très vite. Ouais, à bientôt. Merci, à bientôt.